Bienvenue à l'émission Majuscule Propos. Nous avons l'honneur et surtout le plaisir d'être avec un chercheur et historien avec nous ce soir. Mais avant de vous le présenter, je veux tout d'abord vous dire que c'est une émission qui se passe au cours de 100 jours où le Rwanda, l'Afrique et le monde entier commémorent les génocides perpétrés contre les Tutsis en 1994. Voilà la 28e fois de suite que nous commémorons et surtout nous honorons la mémoire des victimes. Mais aujourd'hui, si le génocide commis contre les Tutsis est passé il y a de cela 28 ans, l'un des problèmes auxquels le Rwanda fait face, le monde fait face, c'est le négationnisme et le révisionnisme de ce génocide. Voilà pourquoi même ceux-là qui n'en savent pas en savent mal ou en savent peu à cause de ce négationnisme. Et surtout, c'est un négationnisme, c'est un courant qui aujourd'hui reçoit de plus en plus d'adhérents et des gens de tous bords qui aujourd'hui s'adonnent. Et malheureusement, avec aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est un courant qui passe vite et c'est un courant qui se disperse et des idées de négationnisme et révisionnisme circulent assez facilement. Mais aujourd'hui, on doit se focaliser sur le continent européen et principalement en France, où certains responsables du génocide ont élu domicile il y a 28 ans. Et aujourd'hui, on va voir c'est quoi la situation sur place, les gens qui vivent sur place, les historiens et les chercheurs, qu'est-ce qu'ils en pensent de ce négationnisme en France, mais surtout de la connaissance que les gens ont aujourd'hui du génocide commis contre les Tutsis. Avec nous, nous sommes avec Jean-François Dupaquier, chercheur, historien. Monsieur Dupaquier, bienvenue et surtout, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci Elie Sabiti. Alors je vais préciser que je suis plutôt écrivain que historien et journaliste toujours bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que vous portez plusieurs casquettes. Déjà quand on est historien, forcément on fait de la recherche. Mais si on doit rester dans cette optique de l'histoire, 28 ans après le génocide commis contre les Tutsis, je le disais tout à l'heure, le Rwanda se souvient, mais le monde se souvient également. Vous avez travaillé sur l'histoire du Rwanda et principalement sur le génocide commis contre les Tutsis. Quel regard portez-vous aujourd'hui, journaliste que vous êtes, historien que vous êtes et aussi chercheur, permettez-moi aussi de le dire, quel regard portez-vous aujourd'hui par rapport à la mémoire qu'en France on observe de ces génocides? Alors vous savez qu'en France, dorénavant, le 7 avril est également une journée mémorielle où dans différentes localités, dans les préfectures, normalement, partout où c'est demandé, où il y a des personnes qui souhaitent commémorer le 7 avril, eh bien on peut le faire. Il y a des monuments qui ont été construits, des stèles dans différentes villes, là aussi avec au départ beaucoup de difficultés, mais beaucoup d'aide aussi. Et on doit dire qu'en France, la situation par rapport à la mémoire du génocide des Tutsis est considérablement améliorée par rapport à ce qu'on a connu dans les années, disons, 2000-2010. Bon, c'est vrai, les années 2010, c'est vrai, il y a un changement et il y a des avancées considérables, mais il y a déjà la connaissance. C'est vrai, là, vous allez un peu peut-être sur le terrain de la justice et aussi des points de mémoire, mais en général, la société française, sa connaissance de ce génocide, lorsque vous, journaliste que vous êtes, vous l'observez, est-ce qu'il y a une meilleure connaissance? Il y a une certaine classe qui ne comprenait pas ce qui s'était passé exactement au Rwanda, qui en savent mieux aujourd'hui? On peut dire qu'il y a eu au départ une connaissance émotionnelle très forte. Au moment même du génocide, les images ont commencé à filtrer dans les médias, dans les chaînes de télévision. C'était à l'époque où François Mitterrand était encore président et il a été, on va le dire, bousculé par cette émotion populaire au point de devoir se défendre et malheureusement d'inventer ce concept de double génocide, puisque c'est au mois de novembre 1994, à Biarritz, au sommet franco-africain, alors qu'il était interrogé par le journaliste
Patrick de Saint-Exupéry, qui s'était étonné que dans son discours, il est paru un petit peu ambigu et qui lui dit parlez-vous du génocide commis par les Tutsis contre les Hutus ou du génocide commis par les Hutus contre les Tutsis. Donc cette thèse du double génocide, elle est déjà la parole présidentielle, ça n'est pas rien en France à cette époque, d'autant plus qu'elle se greffe sur ce discours négationniste qui filtre des camps de réfugiés à l'époque au Zaïre, aujourd'hui en RDC, de la part, on va dire, de l'état-major du génocide qui a pris la fuite, aussi bien les politiciens du MRND que les chefs militaires, que Bagosora, Tsengiyumva et tant d'autres. Donc c'est un double discours négationniste et c'est une spécificité française que ce discours soit relayé au plus haut niveau du chef de l'État français. Ça cause évidemment beaucoup de troubles, beaucoup de dégâts, d'autant plus que, favorisé par cet accueil présidentiel, de nombreux négationnistes se réfugient en France, à commencer bien sûr par Agathe Kanziga, reçue avec les honneurs par l'Élysée, et puis ensuite une mauvaise volonté d'engager des poursuites judiciaires contre tous ces suspects. Quand je dis mauvaise volonté, c'est pire que ça, c'est-à-dire quasi-impossibilité pour les magistrats, pour les policiers d'enquêter. Je me souviens très bien, ayant été moi-même plaignant dans une affaire judiciaire en France, le juge d'instruction, il s'appelle toujours Christophe Ruine. Il était juge d'instruction à Privas en Ardèche. C'était le seul juge d'instruction du département. Il a demandé à aller enquêter au Rwanda. Et le Quai d'Orsay, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, lui a refusé en disant que sa sécurité ne serait pas assurée. C'était bien sûr un très très mauvais argument. Et comment espérait-il qu'il puisse avoir des informations tangibles et surtout qui puissent l'aider à bien mener ces investigations, surtout à aller au bout avec une certaine certitude, avec des informations, s'il n'avait jamais été sur terrain? Il fallait commencer, bien sûr, pour essayer de comprendre. C'était une manière de brouiller les pistes? Alors, c'était une manière d'empêcher tout simplement les enquêtes. Très clairement, on voulait... Et qui dit empêche les enquêtes, dit brouiller les pistes pour certains qui se reprochaient de quelque chose? Brouiller les pistes, c'est presque gentil. C'est vraiment là, une mauvaise volonté délibérée d'empêcher qu'on aille enquêter au Rwanda au moment même où le juge d'instruction Damien Van der Merch en Belgique mène des enquêtes sans aucun problème. Et moi, j'ai le souvenir d'un autre incident, il faut quand même en parler. C'est quand Michel Rocard est venu au Rwanda au mois d'août 1997. Il a été visiter le mémorial de Murambi, il était extrêmement ému par cette histoire. Il avait, en tant qu'ancien Premier ministre, un garde du corps. Il faut savoir qu'en France, un Premier ministre doit toujours être accompagné par un garde du corps. Il n'a pas le droit de se déplacer à l'étranger sans son garde du corps. Et moi, j'étais dans la voiture... C'est le protocole officiel. C'est le protocole officiel. C'est une règle absolue. Et Michel Rocard, même s'il était assez critique envers le système politique français, était très respectueux de ces règles. J'étais dans la deuxième voiture avec son garde du corps qui m'a raconté ce qui s'est passé. Il m'a dit, on a essayé de m'empêcher d'aller au Rwanda parce que le garde du corps lui-même doit avoir une arme à feu. C'est un protocole particulier. Le garde du corps dépose son arme à feu dans une petite valise qu'il remet au pilote de l'avion et on lui remet évidemment la descente d'avion et le protocole a prévenu les différents pays traversés que voilà, il y a un homme qui va venir avec une arme à feu. C'est obligatoire. S'il n'a pas son arme à feu, il ne peut pas se déplacer. Et Michel Rocard, s'il n'a pas de garde du corps, ne peut pas venir. Eh bien, il me dit, le garde du corps, heureusement que j'ai vérifié il y a une quinzaine de jours qu'on avait bien fait toutes les formalités parce que le Quai d'Orsay ne les avait pas faites pour empêcher l'avenue de Michel Rocard au Rwanda. Vous voyez comment, par des moyens détournés très, très vicieux, on peut essayer d'empêcher un homme politique de venir au Rwanda dans cette époque qui suit de très peu la mort de François Mitterrand et la succession de François Mitterrand et le fait que Jacques Chirac lui-même, il succède à François Mitterrand, mais il n'est pas non plus, disons, dans des bonnes dispositions vis-à-vis de la justice et vis-à-vis du Rwanda. Et est-ce que vous, historien que vous êtes, journaliste également que vous êtes, est-ce que il y a eu des reportages, il y a eu des documentaires, il y a eu des films, on a tout eu au cours de ces 28 dernières années autour du génocide commis contre les Tutsis.
Vous-même, vous avez publié, vous avez également témoigné au niveau de la justice, que ce soit la justice internationale et même en France. Est-ce que vous pensez que le travail de tous ces gens-là, y compris le vôtre, ça a aidé à avancer sur le plan de la connaissance de cette tragédie? Il faut comprendre que quand le génocide survient, la France est dans une période de cohabitation, c'est-à-dire que d'un côté, il y a François Mitterrand à l'Élysée et d'autre côté, il y a Édouard Balladur comme Premier ministre qui représente, lui, les principaux partis politiques de droite. Et donc, c'est l'ensemble des partis politiques de gauche et de droite qui gèrent la position de la France pendant le génocide. Ça va créer un embarras certain, et plus qu'un embarras, ça va créer une sorte de consensus caché entre la droite et la gauche pour considérer que ce que la France a fait au Rwanda est honorable. Et donc, il ne faut pas poser des questions, il ne faut pas être embarrassé. Et ce sont les journalistes qui vont débloquer la situation. Et le premier d'entre eux, il faut le rappeler, c'est Patrick de Saint-Exupéry. À l'époque, il est grand reporter dans le journal Le Figaro. C'est un quotidien ancien, plus que centenaire, dans la droite fil, dans le droit fil de la grande presse d'investigation de cette époque. Et il publie en janvier-février 1998 une série de reportages extraordinaires où il révèle l'affaire de Bisesero, d'autres affaires, le malaise. Déjà peut-être pour ceux-là qui nous suivent, Patrick de Saint-Exupéry, peut-être à la différence d'autres reporters et autres journalistes, lui, il a été sur terrain au Rwanda à l'époque où déjà il y avait l'opération turquoise dans la région des Bisesero, où également il y a eu ce qu'on a appelé l'opération turquoise. Donc lui, il a été sur terrain, il a palpé du doigt la réalité. Déjà, ça le mettait dans des dispositions de pouvoir vraiment donner des informations comme quelqu'un qui a été sur terrain. Je crois que Patrick de Saint-Exupéry a été au Rwanda pour la première fois au mois d'octobre 1990, au moment des grandes rafles de prétendus suspects à Kigali. Il assiste à ça, il découvre le Rwanda comme grand reporter au Figaro. Il revient, il est donc l'un des rares journalistes français qui, au moment de la guerre d'octobre, connaissent un petit peu le Rwanda, découvrent le Rwanda, et puis au moment du génocide, ont déjà un passé de journaliste au Rwanda. Et donc, il va suivre l'opération turquoise et il va se trouver à Bisesero pratiquement au moment où l'on découvre les rescapés pour la deuxième fois à Bisesero, puisque, vous le savez, un premier groupe de militaires français a découvert ces rescapés le 27 juin. Pour des raisons qui restent aujourd'hui très polémiques, il semble qu'ils rendent compte à l'état-major, mais l'état-major prétend qu'il n'était pas au courant, et on redécouvre ces rescapés le 30 juin. L'ennui, c'est qu'entre le 27 et le 30 juin, la plus grande partie de ces rescapés ont été assassinés. Et donc, ça a profondément ému Patrick de Saint-Exupéry. Il faut le dire, hein, c'est un très grand journaliste, c'est un grand modèle dans la presse française. Il écrit extrêmement bien, d'une façon très déterminée, mais en même temps très précise, s'appuyant sur des faits, s'appuyant sur des témoignages irrécusables, y compris des témoignages de militaires français qui ont été bouleversés par cette découverte de Bisesero. Et son reportage va avoir un impact considérable dans la société française de cette époque, y compris, elle va ébranler un petit peu le lobby militaire hein, qui est déjà cramponné sur son déni, et ça va forcer les politiciens à engager une commission d'information parlementaire sur le rôle de la France au Rwanda, qui va s'achever au mois de décembre 1998, et qui est présidé à l'époque par un ancien ministre de la Défense, Paul Quilès. Alors, aujourd'hui, je le disais dans mon introduction de l'émission, il y a eu toutes ces informations, certaines qui ont été mal interprétées, d'autres informations qui ont subi une certaine influence, ou je dirais même une certaine pression politique. Je disais que le Rwanda aujourd'hui, s'il est arrivé à renaître et à se propulser vers l'avenir, avec ses plaies bien sûr et ses cicatrices,
l'un des problèmes aujourd'hui auxquels fait face le Rwanda, et notamment les rescapés du génocide, c'est le négationnisme qui monte en puissance, et principalement sur le continent européen. J'aimerais, vous, journaliste que vous êtes, historien, vous connaissez bien la France et aussi le continent européen. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette montée spectaculaire, si je peux dire, du négationnisme? C'est vrai qu'il y en a eu au début, mais aujourd'hui, on le sent de plus en plus solide et tristement recrute des adhérents, des nouveaux adhérents. Il y a eu d'abord un phénomène que j'appellerais de cristallisation. C'est l'enquête Bruguière. Au moment même où avait lieu cette mission d'information parlementaire française, qui a abouti à toute une série de remarques assez judicieuses, pas très sévères, mais judicieuses sur la responsabilité de la France, en même temps, très exactement en même temps, commençait l'enquête du juge d'instruction Jean-Louis Bruguière, et cette enquête était secrète, puisque les instructions sont en principe secrètes, dans la mesure où le juge d'instruction lui-même ne raconte pas sa vie aux journalistes. Et c'est la base de tout le négationnisme aujourd'hui sur le plan international. C'est l'accusation, d'abord cachée et révélée au début du XXIe siècle par Jean-Louis Bruguière lui-même, en 2005-2006, qu'on accuse le Front patriotique d'avoir abattu l'avion du président Habyarimana dans le but simplement de provoquer ce génocide pour en profiter. Et cette histoire, dont on va découvrir plus tard qu'elle est totalement inventée, on la retrouve dans tous les discours des négationnistes. Par exemple, chez la Canadienne Judy Rever, qui considère que c'est un fait acquis. Dans son livre « In Praise of Blood », qui est paru il y a 3 ans, c'est la base de tout. C'est, les gens du Front patriotique, ce sont des diables, ils ont sacrifié leur propre peuple pour se victimiser, pour apparaître comme les gens dont il faut avoir pitié, et ils en profitent pour battre leurs adversaires et prendre leur pouvoir. Alors, c'est assez absurde, mais en même temps, curieusement, c'est une thèse qui prend dans l'opinion publique. Elle prend en France, elle prend en Belgique, elle prend au Canada. Il y a Robin Philpot qui est le premier à dire « ça ne s'est pas passé comme ça à Kigali », c'est le titre d'un des premiers livres négationnistes. Et puis ensuite, donc Judy Rever et d'autres. Et puis bien sûr Pierre Péan qui en fait la base de son livre « Noir fureur, blanc menteur », qui paraît de mémoire en 2006. Et donc partout, le négationnisme est fécondé par cette théorie que c'est Paul Kagame qui a ordonné l'attentat contre l'avion. On passe sous silence tout ce qui prouve le contraire et on met en avant des faux témoins à foison qui sont plus ou moins embarqués vers la France par des officines, par des sociétés bizarres. On ne sait pas tout sur cette manipulation, mais on voit bien que c'est une manipulation, car ces témoins, l'un après l'autre, vont finir par reconnaître qu'ils ont menti. Alors, le fait que, déjà qu'on puisse réduire au fait que les génocides perpétrés contre les Tutsis, qui s'est étendu sur une période de 100 jours seulement, avec plus d'1 million de victimes aujourd'hui, qu'on dénombre, le fait qu'on puisse réduire un génocide sur un avion qui soit abattu par qui que ce soit. Déjà, journaliste que vous êtes, nous ne sommes pas peut-être dans le parallélisme ici ou dans une sorte de comparaison qui n'est pas toujours raison. Ce n'est pas déjà réduire ou peut-être dénaturer même la définition du génocide, parce que quand on parle d'un génocide, il a ses étapes de préparation, d'exécution et d'autres étapes après l'exécution. Déjà qu'on puisse réduire ça à l'avion qui soit abattu, est-ce que vous comprenez ça déjà, que l'avion, peu importe qui soit derrière cet avion-là ou cet attentat, est-ce que ça justifie la mort de 1 million des victimes? C'est vraiment stupéfiant.
En tant que Français, on veut dire, on est quand même un petit peu consterné de voir le rôle qu'a eu le juge Bruguière et qu'ont eu d'autres acteurs comme Pierre Péan, Stafford Smith, etc., pour brouiller les pistes en quelque sorte et pour faire dire aux faits le contraire de ce qu'ils étaient. Et c'est très très frappant, notamment de voir ce juge d'instruction qui enquête sur un attentat aérien et qui ne déclenche pas une enquête balistique. C'est le b.a.-ba, on va dire, de n'importe quelle enquête de police scientifique ou de magistrat. Il y a un avion qui est abattu, c'est comme s'il y a une voiture qui est accidentée. On fait une enquête, on la confie à des spécialistes de la circulation, de la circulation aérienne, etc. Et le juge Bruguière considère que ce n'est pas nécessaire. Car le juge Bruguière, il fonde toute sa méthode sur ce qu'on appelle la religion de l'aveu. C'est-à-dire que s'il trouve des gens qui avouent avoir commis l'attentat, eh bien, on va presque les protéger parce que, il faut le dire aussi, ces personnes qui prétendent qu'ils ont participé à l'attentat, Bruguière devrait les mettre en prison, puisqu'il a engagé une action contre des gens qui ont notamment abattu un avion avec 3 Français. Hein. C'est l'origine un peu de l'enquête Bruguière. Il y a 3 Français dans l'avion, le pilote, le copilote et le mécanicien. Eh bien, au contraire, l'équipe du juge Bruguière va leur trouver des abris dans des pays scandinaves. On va s'organiser pour qu'ils soient accueillis en Suède, en Norvège, dans des pays où l'accueil des réfugiés politiques est très généreux. En fait, on va les récompenser au lieu de les sanctionner. Et ça aussi, c'est quelque chose de tout à fait ahurissant. Mais il y a encore pire, c'est que l'interprète expert du juge Bruguière s'appelle Fabien Singaillé. Donc, c'est un homme qui est apparenté à Félicien Kabuga, qui est apparenté à la famille Abiyarimana, qui normalement ne doit pas pouvoir intervenir dans une enquête judiciaire. Eh bien, c'est lui qui va, lorsque les témoins, soi-disant participants à l'attentat, ne parlent que Kinyarwanda, c'est lui qui va traduire en français dans des conditions extrêmement suspectes, puisqu'il y a un de ces témoins qui dit « mais j'ai signé sans savoir ce que je signais, c'était en français, mais ce n'est pas du tout ce que j'ai dit ». Donc, une somme d'anomalies, d'extravagance dans l'instruction judiciaire qui dépasse l'entendement. Et je pense que dans le siècle qui vient, on publiera des tas de livres sur cette histoire, puisque, vous le savez, il y a quelques semaines, la Cour de cassation, la plus haute juridiction française, a prononcé un non-lieu général, c'est-à-dire a validé un non-lieu général, ce qui veut dire simplement que cette enquête n'était ni faite ni à faire, en quelque sorte, pour parler familièrement, que cette enquête n'a aucune valeur et qu'on ne peut en tirer aucune conclusion judiciaire. Logiquement, il faudrait réorganiser une nouvelle enquête sur les mêmes sujets pour trouver les vrais coupables de l'attentat, mais je le sais pour avoir interrogé les magistrats qu'ils n'ont pas les ressources pour ça. Donc voilà la spécificité française du fondement du négationnisme international. C'est tout ce qui tourne autour de l'attentat du 6 avril 1994. Mais ensuite, il s'est passé différents phénomènes assez nouveaux, parce que le négationnisme, ça n'est pas nouveau. Il y a un négationnisme du génocide des Arméniens, il y a surtout le négationnisme de la Shoah, qui était très virulent et qui est en train de le redevenir, parce qu'il n'y a pas que le négationnisme du génocide des Tutsis. Il y a aussi une haine des Juifs qui ne demande qu'à ressurgir en ce moment et qui est même également aussi inquiétante que la négation du génocide des Tutsis. Il y a le phénomène nouveau que constituent les réseaux sociaux. On se rappelle qu'en 1994, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas donc on ne pouvait pas faire une photo avec son téléphone, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. C'était un monde assez archaïque par rapport à nos sociétés d'aujourd'hui. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, nous avons un monde de l'information totalement incontrôlé et qui se trouve entre les mains de gens qui veulent attirer l'attention par les thèses les plus provocantes. Donc, pour vous, vous rejoignez les personnes qui pensent que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est une arme dont les personnes avec des idées saugrenues, avec des idées négationnistes et autres, c'est une arme en leur possession? Les réseaux sociaux, c'est en quelque sorte l'arme atomique du négationnisme. On ne peut pas contrôler, on ne peut pas sanctionner, alors que le négationnisme est un délit. Dans la plupart des pays occidentaux, maintenant, il est sanctionnable devant les tribunaux. Il y a des lois à ce sujet, des lois assez sévères. Si je prends le cas de la loi française, qui a été votée en janvier 2017, la sanction, c'est 1 an de prison et une amende de 45 000 €, c'est-à-dire de 50 millions de francs rwandais. Ça n'est pas rien.
Alors, c'est une loi très récente, elle ne demande qu'à s'appliquer, elle n'a pas encore reçu d'application. On attend le résultat de différents procès, notamment le procès de Natacha Polony, qui va aboutir à une décision le 16 mai, donc très bientôt, dans 3 semaines. Mais partout, donc, on peut condamner un journaliste qui a signé un article négationniste, un chroniqueur qui, à la télévision, a fait une chronique négationniste, mais sur les réseaux sociaux, où les gens s'abritent derrière des pseudonymes, derrière des fournisseurs d'accès auxquels on n'a pas accès, par définition, c'est quasiment impossible. Et donc, c'est vraiment, on va dire, la vanne grande ouverte au discours négationniste. Alors, si les lois existent, ce sont des instruments qui sont là pour être utilisés à bon escient et surtout chez des personnes responsables. Si déjà on connaît certaines de ces personnes, nous parlons ici de la France, où on retrouve un bon nombre de gens, d'une manière ou d'une autre, ont une histoire avec le Rwanda. Certains sont des suspects même d'avoir plongé dans le génocide ou d'alimenter ce négationnisme-là. Mais on en retrouve un peu partout en Europe déjà. Mais en Belgique, par exemple, comme vous avez cité la Belgique, avec cette proximité-là avec le Rwanda, aussi la proximité avec la France. Si on connaît déjà certains de ces responsables-là, qu'est-ce qu'on en fait si on les connaît sur, par exemple, leur page YouTube, sur leur compte Twitter? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que la loi, qu'est-ce que la justice en fait? Eh bien, justement, la justice, elle s'en occupe. Par exemple, en Belgique, le premier procès, le procès des 4 de Boutaré, comportait un universitaire belge, ou plutôt un étudiant belge, Vincent Ntezimana, qui, on l'a appris lors du procès, était l'auteur du texte « Les 10 commandements du Hutu ». Donc, un idéologue important qui a été condamné parce que, non pas par ce texte, mais qui a été condamné parce qu'il se trouvait à Boutaré au moment du génocide et il y a eu des crimes qui ont été commis, sinon par lui, du moins sous ses yeux. C'est la pédagogie judiciaire. Il faut comprendre qu'on ne peut pas combattre le négationnisme simplement en agitant des sanctions. On le combat d'abord en informant les peuples, les nations, qu'il y a des gens qui sont des criminels supposés, qu'il faut juger, et ces jugements sont extrêmement formateurs, ils sont suivis par la presse. En France, vous savez que le premier procès a été le procès de Pascal Sebikangwa, dit le tortionnaire, ensuite de 2 ex-bourgmestres, Niezi et Barahira. On va entamer dans quelques jours un nouveau procès, le procès du préfet de Gikongoro, Buchi Baruta, et c'est suivi. Ça aide les gens à comprendre. C'est une sorte de leçon de vie, leçon de catastrophe, leçon de génocide en temps réel dans les grands médias pour faire comprendre l'histoire. C'est très très important ces procès. Et je sais par exemple, parce que j'en ai parlé avec ma consoeur Linda Melverne, qui est là aussi en ce moment au Rwanda pour ces commémorations, que le fait qu'en Grande-Bretagne, on refuse de juger des suspects de génocide et on refuse de les extrader vers le Rwanda est une catastrophe. Parce que du coup, il n'y a pas de pédagogie vis-à-vis du public anglais de ces situations précises qui les touchent de près, puisque ces suspects sont dans leur pays, parfois leurs voisins. Donc il faut penser que ça, c'est quelque chose de très très important qu'il faut rappeler. Finalement, une des armes de lutte contre le négationnisme, c'est la leçon judiciaire apportée dans les cas de suspects de génocide qui sont interrogés, qui sont jugés longuement et précisément par des hauts magistrats. Il y a des gens aujourd'hui qui travaillent, qui sont en tout cas depuis 2 décennies maintenant, qui travaillent aussi bien que vous pour que quand même justice soit faite, pour que les responsables puissent être traduits en justice. Mais certaines inquiétudes, c'est que les procès prennent longtemps, la procédure judiciaire prend longtemps et toujours cela tourne dans l'avantage des suspects, dans l'avantage des bourreaux.
Alors, il faut comprendre qu'il y a eu des échecs d'abord de la justice internationale. Les premières années de travail des équipes d'enquête, notamment à Kigali, n'ont pas produit les résultats espérés. Et notamment, alors que les plaies étaient encore saignantes, on n'a pas trouvé suffisamment de témoins pour documenter la conspiration du génocide. Comment est-ce qu'on a décidé, qui a décidé, à quel moment on a décidé d'exterminer les Tutsis? Nous disposons de fragments d'informations à ce sujet. Moi-même, j'en ai publié certains dans mon livre L'agenda du génocide, puisque Richard Mugenzi, qui était un opérateur radio des services de renseignement de l'armée rwandaise, a pu constater, lui, il était au cœur de la machine, ce qui s'est passé. Alors c'est important, mais les enquêteurs de l'ONU, eux, n'ont pas eu, peut-être par manque de direction, par manque de compréhension de la dimension des enquêtes, n'ont pas eu l'opportunité, en tout cas n'ont pas réussi à documenter cette conspiration pour préparer le génocide. Et le fait que ce ne soit pas documenté est une arme énorme en faveur des négationnistes qui disent il n'y a pas eu un génocide puisqu'il n'y a pas eu de préparation. Hein. C'est un des arguments principaux des négationnistes. Ils disent le tribunal pénal international pour le Rwanda n'a condamné personne pour entente en vue de commettre le génocide. En tout cas, pour la partie précédant le 7 avril, puisque c'est une incrimination qui a été retenue, je crois, pour 2 accusés du gouvernement intérimaire. Et ça manque cruellement. C'est un élément essentiel. Il a été exploité aussi par les négationnistes de la Shoah, sauf que là, évidemment, il y a quand même une documentation importante, mais pas tout, parce que, par exemple, nulle part, on a découvert l'ordre de Hitler qui disait « on va exterminer les Juifs ». Parce qu'un génocide est quelque chose qui doit rester en partie secret pour réussir, et donc on va dire les procédures sont en partie cachées, mais en partie seulement. Et je pense personnellement que c'est un très très grand échec pour le tribunal pénal international de ne pas avoir réussi à convaincre les juges de condamner pour entente en vue de commettre le génocide, faute d'investigation suffisamment approfondie. Faute d'informations suffisantes, c'est vrai, mais est-ce que dans vos publications, chaque fois, vous dénoncez aussi une certaine... il y a une certaine chose que vous dénoncez, souvent c'est le racisme qui se remarque dans la manière aussi de traiter certains peuples, certaines populations. Et en l'occurrence ici, puisque nous parlons du Rwanda et du génocide commis contre les Tutsis, le fait que toutes ces machines judiciaires, toute cette force-là, toutes ces puissances puissent ne pas accorder autant d'importance, par exemple, prouver à suffisance qu'il y a eu un préparatif ou des préparatifs ou une préparation du génocide. Est-ce que c'est par manque de moyens, c'est par manque d'instruction ou d'investigation? N'est-ce pas peut-être là aussi parce que c'est le Rwanda, c'est ce petit Rwanda, c'est ce petit pays nègre au cœur de l'Afrique? C'est exactement ça, vous avez bien formulé le problème. Moi, j'ai constaté lors d'une enquête judiciaire que je suivais en France qu'une personne qui était suspectée d'avoir commis des viols pendant le génocide par plusieurs femmes qui apportaient des témoignages cohérents, des témoignages précis malgré la souffrance d'une femme à reconnaître un viol, eh bien cette personne n'a pas été conduite devant les tribunaux alors qu'elle aurait été de race blanche, on va dire comme ça, hein, enfin de race, disons de la peau blanche, elle aurait été jugée. Et donc on a considéré visiblement que pour condamner un Africain, il fallait beaucoup plus. Bon, c'est du racisme, tout simplement. Parce que le racisme, c'est parfois un racisme, disons, à rebours. C'est pas seulement d'insulter un Africain, c'est de considérer que ce n'est pas une personne et qu'il ne mérite pas la justice que d'autres méritent. Voilà. Et donc ça apparaît souvent dans les procès, mais je dois dire quand même que dans les procès d'assises auxquels j'ai assisté en France, visant Pascal Sibekangwa, Ben Genzi Baraira et d'autres, non, on voit bien que la pédagogie joue et que le jury populaire, puisqu'il faut se rappeler que ces tribunaux, ce sont des tribunaux
qui ont un jury populaire, donc des gens qui ne connaissent rien. A priori, ils sont plombiers, chauffeurs de taxi, peintres en bâtiment, femmes de ménage, et tout d'un coup, ils sont réunis dans une cour d'assises, on va leur demander de juger un génocide, de juger un génocidaire. Et moi, je trouve que ça se passe assez bien, mais cette pédagogie qui est exercée vis-à-vis des jurés, elle se répercute aussi vis-à-vis du public, bien sûr, dans le compte-rendu d'audience, et les choses avancent. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que cette pédagogie judiciaire est extrêmement importante. Elle est aussi importante vis-à-vis d'une sorte de racisme sournois qui amène à considérer que, disons, un réfugié politique blanc mérite plus de considération pardon, qu'un réfugié politique africain. Alors, aujourd'hui, il y a des organisations qu'on retrouve, des organisations politiques, entre guillemets. Déjà, ça sème une certaine ambiguïté et une certaine confusion, l'autre dirait même une certaine cacophonie, lorsque on ne sait pas vraiment faire la part des choses entre des groupes de gens qui véhiculent le négationnisme et d'autres qui avancent des raisons politiques. Nous sommes au nom de la démocratie, au nom de la liberté de la parole garantie par la loi en France et ailleurs, en Belgique, ailleurs en Europe et même dans l'Occident d'une manière générale, qu'au nom de la liberté qu'offre la Constitution ou que garantit la Constitution, on a le droit de dire ce qu'on pense et de véhiculer. Est-ce que vous comprenez cet état de choses? C'est une question que le législateur s'est posée pratiquement dans tous les pays où on a fait des lois sanctionnant le négationnisme. Le point de départ, c'est quand même la liberté d'expression. Et c'est toujours une préoccupation du législateur, c'est jusqu'à quel point on peut laisser l'expression libre, à partir de quel moment on dit une ligne rouge a été franchie parce que c'est trop attentatoire à la fois aux droits de l'humanité en règle générale, c'est trop attentatoire à la mémoire des victimes, etc. Donc, il y a une sorte de curseur entre liberté d'expression d'un côté, sanction du négationnisme de l'autre, et suivant les pays, le curseur n'est pas tout à fait au même endroit, mais il y a des pays aussi comme les États-Unis où la liberté d'expression garantie par la Constitution est considérée comme totale, et donc les négationnistes peuvent s'exprimer pratiquement sans aucune contrainte et sans aucune sanction, alors que dans les pays européens, en général, la plupart des pays européens ont des lois aujourd'hui sanctionnant le négationnisme. J'ajoute qu'il n'y a pas une forme de négationnisme. Il faut bien comprendre que c'est un monde assez complexe. Il y a d'abord les anciens génocidaires. Ils sont négationnistes par définition, puisque le négationnisme est en quelque sorte inscrit dans leur gène. On se rappelle que Léon Mugesera, en 1991, a publié un texte en disant que les Tutsis voulaient exterminer les Hutus. Donc on voit bien que ce négationnisme est déjà en germe dans le projet génocidaire. Alors ça, c'est évidemment le cas le plus flagrant. À l'autre extrémité du spectre, il y a des Européens qui auraient dû se rendre compte de ce qui se préparait et qui ont honte pour certains. Ils ont honte de ne pas avoir vu que le négationnisme, c'était aussi eux, parce que aujourd'hui, ils ont tendance... Excusez-moi de vous interrompre, mais de n'avoir pas vu ou de n'avoir pas voulu voir ou de n'avoir pas voulu entendre. Oui, c'est clair que toutes les hypothèses peuvent être sur la table. Il existe des Européens qui étaient au Rwanda dans les années précédant le génocide, qui n'ont rien vu venir. Ils ont jamais, certains sont des journalistes, certains sont des universitaires, des historiens, etc. Ils n'ont jamais écrit un article pour s'indigner des cartes d'identité, des quotas ethniques et de toutes les mesures discriminatoires vis-à-vis des Tutsis. Ils ne l'ont pas vu parce qu'ils étaient dans leur confort intellectuel et ils ne voulaient pas le voir. Ils ne voulaient pas le voir. Alors cela, c'est l'autre côté du spectre. Ça comprend des militaires, ça comprend des diplomates, et il y a, je pense notamment à un diplomate belge qui est devenu un apôtre du négationnisme depuis quelques années. Ça comprend des universitaires, ça comprend simplement des petits coopérants, etc. Donc ce monde-là aussi est négationniste. Là, on va dire, je pense quand même par honte pour certains d'entre eux, ou pour d'autres par réflexe, en essayant de dissimuler leurs responsabilités. Et puis entre les deux, il y a toute une série de gens qui sont négationnistes,
certains simplement parce qu'ils sont conspirationnistes. Ils aiment penser qu'il y a des conspirations et que la conspiration, ce n'est pas celle qu'on croit, ce n'est pas la conspiration pour tuer les Tutsis, mais c'est la conspiration pour faire croire qu'il y a eu un génocide au Rwanda, etc., etc. Alors tout ce monde, évidemment, s'entremêle dans les réseaux sociaux, beaucoup moins quand même dans les médias officiels où il y a des procédures de vérification, de validation de l'information, mais on les voit apparaître un peu comme une pieuvre. Il y a des espèces de bras articulés qui vont dans tous les sens et c'est assez difficile à combattre parce que, effectivement, ça part un peu dans tous les sens. Mais le négationnisme, aujourd'hui, il se nourrit aussi, bien sûr, de l'incompréhension, de l'incompétence, du refus de savoir et de la culture des pays dans lesquels il se trouve, la culture judiciaire, la culture politique. Les hommes politiques jouent un rôle très important aussi, dans la mesure où ils se prêtent à ce discours ou au contraire, ils essayent de le réprimer. Mais ce qu'on constate, pour prendre le cas de la France, qui a été un des pays qui a posé les bases du négationnisme, et qu'aujourd'hui, ce négationnisme a largement perdu la partie. L'enquête Bruguière a abouti à un non-lieu général. Le rapport Duclerc, il y a un an, a prouvé des responsabilités lourdes et accablantes de la France. En France, les négationnistes sont sur la défensive. Je ne dis pas que le combat est gagné définitivement, mais provisoirement, les choses vont considérablement mieux, alors que dans le monde anglo-saxon, ça va beaucoup plus mal. On a l'impression d'un négationnisme dominant le discours des réseaux sociaux, et c'est très, très inquiétant. C'est quelque chose de très important que vous venez de mentionner. Les pays anglo-saxons qui, avant 1994, n'étaient pas aussi proches du Rwanda. C'est vrai que la plupart des pays anglo-saxons aujourd'hui sont proches du Rwanda sur le plan de la diplomatie et d'autres coopérations. Déjà la France et la Belgique, historiquement, politiquement et même sur le plan de l'histoire, la colonisation, c'était des pays qui étaient liés, avaient une certaine, étaient liés au Rwanda d'une manière ou d'une autre. Est-ce que je peux appeler ça ce nouvel asile pour, comme on dit en anglais, it's a heaven. C'est presque ce nouveau paradis que les négationnistes se sont trouvés. C'est par rapport à cette brèche ou à ces brèches-là au niveau de la justice. Ils se disent, OK, nous on va là-bas, même si politiquement, le Rwanda peut être proche de ces pays-là, mais les lois dans ces pays-là, entre guillemets, nous protègent. Il y a un autre phénomène qui joue aussi dans un mauvais sens, c'est le fait que le négationnisme est devenu un business. Ça peut rapporter énormément d'argent. Ah, ça c'est quelque chose que vous devez bien élucider. Hein. Il y a un effet d'aubaine, c'est-à-dire que si vous écrivez un livre négationniste, aux États-Unis, au Canada ou en Grande-Bretagne, vous gagnerez beaucoup plus d'argent, vous aurez beaucoup plus de lecteurs que si vous écrivez un livre contre le négationnisme. Ah bon? Bien, par exemple, prenons le cas de Julie Revers. Là, on a le type la canadienne de l'invention d'une sorte d'auteur négationniste qui est sorti de rien et qui prospère depuis maintenant 4 ans sur ce discours qui lui rapporte, il faut le savoir, des centaines de milliers de dollars. Parce que ses livres se vendent, elle est invitée dans des conférences dans le monde entier, elle descend dans les grands hôtels. Moi, je l'ai vue à Paris dans une conférence négationniste au Sénat il y a 2 ans. Elle est payée aussi pour venir faire ses conférences. Mais on va dire qu'il y a aussi d'autres profiteurs. Moi, je pense par exemple à Paul Rusesabagina. Voilà un homme qui bénéficie d'une image de redresseur de tort et qui a réussi à gagner énormément d'argent avec cette image et qui continue à essayer de gagner cet argent eh bien, en professant un discours qu'on va qualifier, pour faire court, hein, parce que c'est plus compliqué que ça, mais pour faire court, de négationniste, parce qu'il se présente comme une victime alors qu'on a les preuves absolues par les témoignages de ses co-accusés, par les personnes qui étaient réfugiées aux Mille Collines, qui devaient signer des certificats de dette, etc., qui n'est pas l'homme qu'il prétendait être. Donc,
lui représente vraiment, on va dire, l'imposture négationniste dans toute son acception, mais en même temps un homme qui s'est enrichi considérablement avec cette image de héros, de redresseur de tort, sans doute celui qui a gagné le plus d'argent dans ce discours, de très loin. Et puis il y a aussi les petites mains du négationnisme, comme Robin Philpot et d'autres, qui gagnent un petit peu d'argent par-ci par-là, mais qui sont très très loin du compte. Aujourd'hui, on a des gens, par exemple, c'est aussi la question que les gens se posent. Il y a des gens dont l'histoire n'a rien à voir avec le Rwanda, leur passé. On a par exemple les gens comme Charles Onana, Camerounais, Kilé, et d'autres noms qu'on retrouve au Canada, des Africains, d'autres ressortissants même de la sous-région, mais dont on se demande vraiment la vraie motivation derrière ces gens-là. Et des gens, parfois on se dit, quid de leur intégrité intellectuelle? Où est partie? Ou leur conscience intellectuelle? Charles Onana, c'est encore en partie une énigme. C'est un homme qui était camerounais, qui est devenu italien, qui est maintenant français, je ne sais pas s'il n'a pas d'ailleurs les 3 nationalités, qui écrit des livres correspondant aux attentes des détenus d'Arusha, parce qu'il faut se rappeler que dans la préface d'un de ses livres, il rend hommage aux détenus d'Arusha. Alors on ne va pas avoir le temps, sûrement dans ce débat, de rentrer dans le détail de l'argent que les détenus d'Arusha ont réussi à extorquer au tribunal pour payer des gens comme Onana. Je ne dis pas qu'ils ont payé Onana, mais je n'ai pas la preuve, mais enfin payer des gens comme Onana pour vendre un discours négationniste au monde entier. Monsieur Onana n'existerait pas sans son discours négationniste. Ce n'est pas un grand auteur, il n'a rien publié de bien extraordinaire. Il a publié un petit livre sur le massacre de Tiaroy en 1944 au Sénégal, où l'armée française a tiré sur des militaires sénégalais qui réclamaient leur solde. Pourtant, dans la plupart de ses interventions, chaque fois, il rend hommage à Pierre Péan. Oui, parce que apparemment, il a commencé sa carrière, on va dire entre guillemets, en travaillant pour Pierre Péan et en aidant Pierre Péan dans ses livres. C'est son mentor ou Oui, visiblement, son c'est son gourou. mentor. En fait, il est possible qu'il ait compris par Pierre Péan qu'on pouvait effectivement se faire connaître et même gagner bien sa vie en tapant sur le Rwanda et en prétendant qu'il n'y a pas eu de génocide du tout, puisque c'est ce qu'il a écrit, c'est ce qu'il a déclaré il y a quelques années sur une chaîne d'information. Il est d'ailleurs poursuivi pour ça et on attend avec impatience le procès. Il a dit, je cite de mémoire, entre 1990 et 1994, il n'y a pas eu de génocide au Rwanda. Je ne vois pas comment il échappera à une condamnation. Peut-être pour terminer, historien que vous êtes encore une fois, journaliste aussi, êtes-vous optimiste? Moi, je suis assez optimiste, oui. Je suis optimiste parce que beaucoup de documents se sont ouverts. Vous savez que Vincent Duclerc a eu accès à 8000 documents, presque tous classés confidentiels défense. D'autres seront ouverts. Clairement, en France, je pense qu'on va peu à peu obtenir l'ouverture de tout ce qui n'a pas été détruit, parfois de façon malicieuse, parfois par inadvertance. Je pense que si au Rwanda, on continue à ouvrir les archives aussi sur toute cette période, parce qu'il y a beaucoup d'archives, on trouvera encore des choses, et dans d'autres pays qui n'ont pas encore ouvert leurs archives diplomatiques. Et c'est ce travail, bien sûr, d'archives qui est le plus important pour démontrer que le génocide était une conspiration et non pas le fruit d'une colère populaire spontanée provoquée par un faux attentat attribué au Front patriotique. Jean-François Dupaquier, journaliste, écrivain, aussi historien, merci beaucoup d'avoir été de nôtres et nous espérons vous avoir encore prochainement dans d'autres épisodes. Merci beaucoup d'avoir été de nôtres. Merci de votre invitation. Voilà, c'est donc par là que nous mettrons un point final à notre numéro majuscule propos aujourd'hui. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro. Je remercie toute l'équipe qui m'a réalisé, qui m'a permis donc de vous attendre chez vous, notamment OAC Constantin et toute l'équipe. Merci et surtout restez bien fidèles au programme de la télévision.